Bonsoir mesdames et messieurs, il est 19 heures. Nous allons donc lancer ce conseil municipal du 4 mai 2026. Bonsoir à nos amis pèlerinaises et pèlerinais qui sont sur les réseaux. Je vais donc commencer par faire l'appel. Bertou Philippe, il est là. Mériadec Cécile. Présente. Monnier Pascal. Présent. Brizard Sylvia. Joly Dominique. Présent. Merlet Virginie. Lenoé Yann. Poulain Martine. Vaillant Franck. Morantin Aude. Dréan Christian. Moiseau Nathalie. Prino Laurent. Boutin Christelle. Sorin Yannick. Carrefourne Mathilde. Lecam Thomas. Parise Emmanuel. Paul Brunet est absent et m'a donné pouvoir à Philippe Bertou. Gasnier Nathalie. Brio de Laujardière François. Présent. Barbier Ségolène. Dabin Mathieu est absent et a donné pouvoir à Dominique Joly. Gaëtan Vincent. Dailly Caroline. Duvaux Florent. L'équipe Betty. Pascual Jean-Marc. Bonave Muriel. Merci bien. Nous allons donc désigner un secrétaire de séance qui va être Christian Dréan. Merci Monsieur Dréan pour votre volontariat. Donc je vous annonce d'entrée de jeu que c'est un conseil qui va être un petit peu long, avec un ordre du jour un peu fastidieux. Donc merci Monsieur Vincent pour le retour que vous nous avez fait sur le déroulé de ce conseil. Et je vais démarrer tout de suite par ça justement, hein, dans le cadre des représentants du conseil municipal au sein des différentes instances inscrites à l'ordre du jour. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'une part de procéder au vote à main levée plutôt qu'à bulletin secret, et d'autre part d'adopter un vote groupé pour l'ensemble des délibérations correspondantes. Ce sera de la délibération 2026-45 à la délibération 2026-67. Pas de difficulté. Merci beaucoup. Nous allons donc pouvoir lancer. Donc l'ordre du jour va s'afficher. Et nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 mars 2026. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Sur le vote du précédent PV, c'est noté que nous avons approuvé le précédent PV. Ce qui est faux, on s'était abstenu. Donc il y a cette petite erreur. Donc soit c'est corrigé et on valide ce PV ou on s'abstient. Voilà, ça dépend de comment vous voulez faire. Vous avez corrigé ? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce procès-verbal ? Et s'il n'y en a pas, je vous propose de procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Dans la délibération suivante, il s'agit des décisions prises par le maire. Donc il n'y en a qu'une, et elle n'est pas de mon fait. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2122-22 et L 2122-23, et en application des délibérations numéro 2020-31 du 4 juillet 2020, je vous rends compte des décisions que j'étais amené à prendre, à savoir le renouvellement du bail de la caserne de gendarmerie. C'est la seule et unique. Donc c'est un bail qui dure 9 ans. Le premier bail donc, a été lancé en 2017 et il convient au bout de 9 ans de le renouveler. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, sur cette décision ? Non. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de vote. Eh bien, c'est bon. Bien, eh bien, nous allons pouvoir commencer les premières délibérations, qui est l'approbation du compte financier unique 2025. Monsieur Pascal Monnier. Bonsoir à tous et à toutes. Le compte financier unique, que j'appellerai le CFU pendant l'exposé, ça ira plus vite, est donc le document unique qui présente l'exécution du budget de l'année écoulée, c'est-à-dire l'exercice 2025.
On va commencer par une présentation des grandes masses, les résultats. Donc la section de fonctionnement présentant un excédent de 776 545,91 € et la section d'investissement un déficit de 638 361,71 €. Il en ressort un résultat d'exécution de l'exercice 2025 de 138 184,20 €. Le résultat de clôture qui intègre le résultat de l'année précédente est donc de moins 87 179,82 €. Voilà pour ces grandes masses, ça vous donne des ordres d'idées de nos montants de chaque section, fonctionnement et investissement. Le CFU, on va donc détailler un peu plus les recettes de fonctionnement. Donc vous aurez des tableaux qui vont présenter le résultat de 2024, le résultat de 2025, l'évolution en pourcentage d'une année sur l'autre et la différence que cela représente. En 2025, les atténuations de charges qui correspondent à des remboursements sur des dépenses de rémunération est de 24 488,93 €. Les produits des services représentent un montant de 531 904,80 € en augmentation de 23,62% par rapport à 2024. Alors, cette augmentation est due d'une part du montant des concessions de cimetières où il y a plus 5 000 €, des redevances d'occupation du domaine plus 6 000 € et les redevances services scolaires et périscolaires plus 22 000 €. Et pour la première fois, et c'est ce qui explique le montant important de la hausse de ce chapitre, le remboursement du CCAS pour le personnel communal qui lui a été mis à disposition, pour la première fois. Et donc ça représente une hausse de 71 000 € de recettes. Le chapitre 73, impôts et taxes, a comptabilisé un montant de 3 604 506 € de recettes. Quelques éléments significatifs au sein de ce chapitre. À noter la diminution de 11 000 € de la dotation de solidarité communautaire qui nous est versée par la métropole. On peut également remarquer que la fiscalité directe a au global augmenté de 32 000 €. Et ceci est le résultat de plusieurs choses. Tout d'abord, d'une évolution des bases de la taxe foncière, des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et qui augmente donc cette recette de 69 000 €. Mais il y a au sein de ce chapitre la baisse de la taxe additionnelle aux droits de mutation, où nous avons perdu 36 000 € par rapport à 2024, et une légère stagnation de la taxe finale sur l'électricité, où on gagne plus 1 000 €. Au total, ce chapitre augmente en 2025 de 24 000 €, alors qu'en 2024, l'augmentation était de 76 000 €. L'autre chapitre concernant les dotations et participations enregistre, lui, une baisse de 163 000 € par rapport à 2024. Donc pour un montant de 1 690 961,06 €. Les explications. Donc la DGF, la dotation de globale de fonctionnement, a diminué de 63 000 €, notamment en raison de la sortie de la commune à l'éligibilité d'une des composantes de la DGF, la DSR cible. Et donc nous avons perdu en 2025 73 000 €. Pour autant, cela n'explique pas les 163 000 € de moins. Et là, il y a un jeu d'écriture comptable. En fait, il y avait des refacturations pour le RPE, le relais petite enfance, auprès des communes de la Montagne et de Saint-Jean-de-Boiseau, qui étaient en 2024 comptabilisées dans ce chapitre, donc en 74, et qui, suite à la demande de la trésorerie, doit être enregistré au chapitre 75. Voilà. Et donc ça représentait un montant de 116 000 € en 2024. Et donc ces 116 000 €, on les retrouve inscrits dans le chapitre 75 qui s'appelle « Autres produits de gestion », et c'est ce qui explique la hausse de 65%, près de 151 000. Voilà. Par rapport à 2024. Au global, nos recettes de gestion n'augmentent que de 79 062 € par rapport à 2024.
À noter entre 2023 et 2024, la hausse de nos recettes de gestion était de 184 000 euros. Les recettes réelles qui comptabilisent les cessions d'immobilisation, et dans la mesure où en 2025, il n'y a eu qu'une cession de terrain pour un montant de 25 000 euros, alors qu'en 2024, on avait des cessions de terrain pour un montant de 1 042 077, sont bien évidemment en baisse de 926 000 euros par rapport à 2024. D'où les moins 96%. Donc si ces recettes exceptionnelles sont à prendre en compte pour le financement des dépenses d'investissement, la préservation de notre capacité d'autofinancement doit s'appuyer essentiellement sur l'évolution de l'épargne de gestion, qui est la différence entre les recettes de gestion et les dépenses de gestion. On va donc regarder sur la diapositive suivante les dépenses de la section de fonctionnement. Donc, comme indiqué, les recettes de gestion servent d'une part à financer les dépenses de gestion, qu'on va détailler un peu plus, voilà, et celles qui sont nécessaires, donc ce sont celles qui sont nécessaires au fonctionnement des services municipaux et qui permettent de dégager un autofinancement des dépenses d'investissement. En 2025, les charges à caractère général ont augmenté de près de 54 845 euros. Lors de l'exercice précédent, elles avaient augmenté de 167 000. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est composé de près de 80 natures de dépenses. Donc, on peut noter malgré tout qu'il y a 55 natures de dépenses qui ont augmenté pour 186 000 euros et 27 qui ont diminué pour 131 000. Voilà. Alors, parmi les baisses significatives, je souhaitais souligner le poste énergie-électricité, moins 40 000. Ce qui peut sembler paradoxal. Mais en fait, il ressort que depuis quelques temps, et notamment en les actions qui sont menées par les services sur les bâtiments communaux, il y a des optimisations techniques telles que des réglages de chaudière, la suppression de certains équipements de chauffage devenus inutiles, un nouveau ballon d'eau chaude, enfin voilà, fait que nous avons une baisse importante de la consommation de l'énergie. Donc et ça se traduit concrètement dans nos comptes, puisque par rapport à 2024, nous avons moins 40 000. Parmi les hausses significatives, la maintenance, les contrats de maintenance, plus 64 000 euros, et le nettoyage des locaux, plus 39 000 euros. Ce sont des contrats qui sont liés à des marchés, et le renouvellement de ces marchés sont en hausse. Le chapitre des dépenses de personnel a augmenté de 147 565 euros. Et ce, malgré un effectif qu'on qualifie de constant. Mais la hausse des charges de personnel résulte de l'intégration du personnel du CCAS dans les effectifs de la commune, comme on l'a évoqué plus tôt. Également du fait de l'augmentation du taux de cotisation de la CNRACL, la caisse de retraite des fonctionnaires, donc plus 37 000 euros. Et de la progression classique et normale des carrières des agents. Le chapitre atténuation de produits, avec la clause de revoyure de 2024 sur l'attribution de compensation qui est négative pour la commune de Pèlerin, après avoir été augmentée en 2024, est en baisse de 22 000 euros en 2025. En fait, la clause de revoyure nous fait faire des hauts et des bas. Donc là, on baisse de 22 000 euros par rapport à 2024 et ça réaugmentera de 16 000 euros en 2026. Les autres charges de gestion courante sont en baisse de 13 000 euros, essentiellement du fait d'une diminution des indemnités de fonction suite à la démission d'une adjointe lors du mandat précédent. Donc ça a eu un impact sur le montant des indemnités. En 2025, donc, les dépenses de gestion ont augmenté de 167 011 euros. Alors, et je rappelle, nos recettes n'ont augmenté que de 79 000 euros. Les dépenses réelles de fonctionnement qui comprennent les dépenses de gestion à laquelle on rajoute les charges d'intérêt sont de 5 257 589,95 euros. Une fois qu'on a nos recettes et nos dépenses, on peut s'exprimer sur la partie autofinancement. J'attends la diapo suivante. Merci.
Alors, ce que l'on peut retenir de la section de fonctionnement, c'est que les dépenses de gestion augmentent de 79 000 € par rapport aux recettes, ce qui a pour conséquence une érosion de notre capacité d'autofinancement. Pour autant, pour l'exercice 2025, il est dégagé une CAF, une capacité d'autofinancement brute de 984 000 € hors cession. À noter qu'en 2024, l'autofinancement était de 1 055 000 €. L'encours de la dette continue de diminuer pour être à fin 2025 à 2 977 401 €, y compris avec le prêt de relais qui a été souscrit en fin d'année d'un montant de 300 000 €. Il en ressort une capacité de désendettement qui est un calcul entre l'encours de la dette divisé par la capacité d'autofinancement brut à 3,031, ce qui est en deçà du seuil d'alerte qui est généralement de 7 à 8 ans. Voilà pour la présentation de la section de fonctionnement de l'autofinancement. La section d'investissement, là on va plutôt détailler les opérations d'équipement qui sont d'un montant de 1 846 547 € et 18 centimes, hors reste à réaliser. Alors, le graphique qui vous est présenté représente les opérations budgétaires, donc ça vous donne un ordre d'idée. Je vais donner quelques précisions pour chacune. Envers 1 061 411 € donc, a été payé pour la réalisation du terrain en gazon synthétique du pôle sportif intercommunal. Il restait un solde de 170 000 € pour le nouveau centre technique municipal, qui est donc en service. Voilà. Mais là, il y avait encore quelques reliquats dans les marchés à payer. Au sein de l'opération réhabilitation énergétique du périscolaire de l'Ermitage, en 2025, on a dépensé aux alentours de 10 000 €, essentiellement pour les phases d'études et de conception. L'année 2026 devrait être une année pratiquement pleine pour l'exécution de cette réhabilitation. Au sein de l'opération bâtiment, je prends les montants un peu, les opérations, enfin les travaux significatifs. Donc ça comprend les reprises de concessions pour le cimetière donc de 21 000 €, des travaux sur la toiture de la machinerie pour un montant de 29 000 €, une réparation sur le pont de Buzet, un ouvrage d'art qu'il a fallu réparer pour un montant de 30 000 €. On a des remises en conformité des SSI, donc les systèmes de sécurité et d'incendie, c'est ça, dans nos bâtiments à Cassin, à la gendarmerie et à la médiathèque pour un montant de 14 000 €. Dans l'opération école, on peut noter des travaux sur la toiture de l'école de l'Ermitage pour un montant de 52 000 €. Des changements de fenêtres à Aimé Césaire, 36 000 €. Des visiophones dans nos différentes écoles pour améliorer l'accès et la sécurisation des sites pour un montant de 24 000 €. La création d'un chemin piétonnier à côté d'Aimé Césaire, 9 000 €. Et puis là encore, une remise en conformité des SSI aux Asphodèles et à l'Ermitage pour un montant de 8 000 €. Dans l'opération installation sportive et de loisirs, la principale dépense est la réfection toiture-terrasse du dojo, où en 2025, nous avons dépensé un montant de 87 000 €. Dans l'opération acquisition de matériel, quelques investissements marquants. Une Dacia, pour donner la marque, un véhicule électrique, 21 000 €. Il y a du matériel informatique et des licences pour un montant de 19 000 € et également du matériel pour les services techniques, 18 000 €. Dans l'opération acquisition immobilière, donc il y a le remboursement d'une subvention qui avait été perçue à tort, d'un montant de 21 000 €. Ça concerne à côté du chêne vert, où il y avait une zone qui était prévue en construction qui ne l'a pas été, sur lequel on avait une dotation. Et comme ça n'a pas été réalisé, il a fallu rembourser 21 000 €.
Et puis également, on comptabilise la participation de la commune au terrain de Boueil pour un montant de 16 000 €. Alors, terrain de Boueil pour la fameuse piscine métropolitaine. Et pour les espaces verts, à noter l'achat d'un tracteur tondeuse pour 28 000 € et puis des travaux d'enrobé dans le cimetière de la Jouardouet pour un montant de 22 000 €. Donc pour financer toutes ces dépenses d'équipement, les recettes de la section d'investissement sont le fonds de compensation de TVA pour un montant de 178 000 €, l'excédent de fonctionnement capitalisé 2024 pour un montant de 828 000 € et des subventions qu'on a perçues en 2025. Donc le solde d'une subvention pour le plan guide opérationnel par le département d'un montant de 15 000 € et une subvention par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour un montant de 2 000 € et également un prêt relais de 300 000 € déjà évoqué précédemment. Donc c'est un prêt pour une durée de 2 ans avec un taux fixe à 2,60%. Dans le compte financier unique doit être présentée une annexe dite budget vert, c'est la 2e année. Donc les modalités de mise en œuvre de cette annexe ont été précisées par décret en juillet 2024. Bon, cette annexe permet essentiellement de faire remonter dans la comptabilité nationale des informations qui permettront de mesurer les dépenses de transition écologique au travers de 6 axes qui vous sont indiqués dans la diapo. Voilà. Pour l'exercice 2025, ce sont les axes 1, lutte contre le changement climatique, et 6, préservation de la biodiversité, protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles qui sont concernés. Et donc il convient pour chaque dépense d'investissement d'indiquer ce qui est favorable, défavorable ou neutre pour la lutte contre le changement climatique selon les axes définis. Pour un montant de 1 843 084 € de dépenses d'investissement, il en ressort un montant de 509 823,45 € favorable. Voilà. Donc ce qui représente pour ces 2 axes 28% de nos dépenses d'investissement, en indiquant que 70% sont neutres et n'ont pas d'impact et 2% défavorables. Voilà. Ce compte financier unique, vous l'avez également en annexe, vous avez la présentation complète sous le format, le modèle de la Direction générale des finances publiques, et vous avez également un rapport que vous pouvez consulter ou qui est reformulé d'une autre façon et qui vous donne également des informations différentes. Voilà ce que l'on peut dire sur l'exécution du budget 2025. Merci Monsieur Monnier, merci beaucoup. Je dois quitter la séance. Je vais donc confier la présidence à Madame Cécile Mériadec. Juste avant, avez-vous des questions ? Oui, ok. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. J'avais déjà peut-être une première question, c'est est-ce qu'on a les modes opératoires de calcul des montants, quand c'est favorable, défavorable, est-ce qu'on sait comment c'est fait? Est-ce qu'on a une... Alors, là, dans le graphique que vous avez la présentation agrégée par nature. Je vous invite à aller voir les annexes du CFU qui reprend par axe. Voilà. Donc ça, ce sont des montants qui ont été renseignés par les services en fonction des factures, parce que c'est au niveau de chaque facture, donc voilà. Ce qui est un peu compliqué, parce que je me suis moi-même interrogé, c'est que si on regarde l'axe 1 et l'axe 6, les montants que l'on a dedans, ils sont des fois à la fois sur les deux. Donc on n'arrive pas trop à y retrouver, et de ce que j'ai compris, c'est renseigné dans le logiciel, parce qu'il y a un logiciel qui fait ça, et il en ressort ce tableau de présentation agrégé par nature. D'accord, donc c'est le logiciel qui fait Voilà, à peu près les ça. calculs. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. D'accord, merci. J'aurais une deuxième question, alors c'est pas du tout, enfin c'est sur le CFU, mais c'est plus une question d'interprétation des chiffres. Oui. Sur l'investissement, sur les dépenses d'investissement, j'ai vu qu'on était du coup à peu près à 2,2 millions, je crois, quelque chose comme ça en total d'investissement. Donc les dépenses d'équipement plus le reste à réaliser plus d'autres choses. Ouais. Quand je fais le parallèle avec le budget primitif, on avait un investissement d'à peu près 4,3 millions, donc c'était à peu près 50% de réalisé. En regardant le 2024, j'ai vu que c'était à peu près la même chose, on avait 50% de réalisé.
D'où ils viennent ces 50%? Est-ce que c'est dû à des retards, des problèmes administratifs, tout ça, ou c'est plutôt une surévaluation, on va dire un côté optimiste du budget? Non. Pardon, Non, c'est toute la difficulté de la section d'investissement. Il y a des opérations, celles que l'on voit qui sont en vert, qui sont gérées en APCP. Ça permet d'avoir peut-être une vision un peu plus précise de l'exécution. Donc vous savez, on a un montant de programme et on attribue pour chaque année un montant de crédit de paiement. D'accord ? Si l'on prend pour l'année 2025, il y a l'opération de réhabilitation du périscolaire de l'Ermitage qui n'a pas été par choix inscrit en APCP. Donc à partir du moment où on a commencé à exécuter, à lancer, on est obligé d'inscrire budgétairement la totalité de l'opération. Donc on a effectivement aux alentours d'1 million qui sont inscrits. Voilà. Et effectivement, en 2025, on a exécuté de mémoire que 10 000 ou 16 000 euros. Donc ça explique déjà le décalage entre, le taux d'exécution un peu faible. L'autre chose, c'est qu'en général, effectivement, hors ces opérations structurantes, les opérations récurrentes, ce que l'on appelle les opérations récurrentes qui sont classées bâtiments, écoles et tout ça, ont un taux d'exécution qui est aux alentours de 70% en général. D'accord ? Alors par souci de simplification et pas pour vous noyer dans les chiffres, je n'ai présenté que ce qui a été réalisé. Je n'ai pas incorporé les 334 062 euros de reste à réaliser. Alors la notion de reste à réaliser, c'est que ce sont des choses qui ont été engagées comptablement, c'est-à-dire qu'on a fait la commande, on a commencé, mais qu'on n'a pas payé dans l'exercice. On va payer. Pour autant, c'est un reste à réaliser. Donc ça a une dépense qui sera rattachée à l'exercice 2025. Donc ça vient augmenter un petit peu le taux d'exécution. En général, la section d'investissement a effectivement un taux d'exécution qui est un peu plus faible que la section de fonctionnement. Alors c'est pas de l'insincérité, c'est toute la difficulté de pouvoir prévoir. On prévoit des choses et puis donc on répond aux demandes des services, on accepte ce qu'ils proposent, voilà. Mais entre le moment de vouloir le faire, il y a des instructions techniques, ça demande un peu de temps et ça se décale. Voilà. D'accord, merci. Donc c'est vraiment qu'en fait, quand on veut commencer un projet, il faut mettre la totalité du projet qu'on veut faire, même si on sait que ce ne sera pas exécuté dans l'année. Voilà, il y a quelques règles comptables de base, c'est que il y a un engagement pour tout engagement juridique, c'est-à-dire que lorsque la collectivité s'engage avec un prestataire, on doit avoir en parallèle l'engagement comptable. Ok, très clair, merci. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? De ce côté non plus. Bon, alors après avoir invité Monsieur le maire à sortir, je vais inviter le conseil municipal à approuver le compte financier unique 2025, arrêter le résultat de fonctionnement comme suit, donc excédent de fonctionnement capitalisé 776 545,91 euros. Arrêter le résultat d'investissement comme suit, solde d'exécution déficitaire de la section d'investissement 863 725,73 euros. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Tout le monde. Oui, Monsieur le maire, merci beaucoup. Nathalie, est-ce que tu peux faire rentrer Monsieur Berthoud? Merci. Je vais le laisser reprendre la main dès qu'il est là. Bien, délibération donc suivante. On va donc relaisser la parole à Monsieur Pascal Monnier pour l'affectation définitive des résultats 2025. Effectivement, c'est une délibération obligatoire parce qu'une fois que le compte financier unique de l'exercice a été voté, les résultats de l'exercice doivent être définitivement affectés au budget 2026. En conséquence, il vous est proposé d'affecter les 776 545,91 € d'excédent de la section de fonctionnement comme une recette de la section d'investissement 2026
par inscription de ce montant au compte 1068 qui s'appelle excédent de fonctionnement capitalisé. Pour rappel, le déficit de la section d'investissement cumulé de 863 725,73 € est automatiquement reporté en dépenses de la section d'investissement au compte 01, solde d'exécution de la section d'investissement reporté. Voilà pour l'affectation définitive. Bien, est-ce qu'il y a donc des questions sur cette affectation définitive? Pas de questions. Donc nous allons passer au vote. Le conseil municipal donc est invité à affecter au compte 1068 l'excédent de fonctionnement capitalisé, 1068, ouais. L'excédent de fonctionnement capitalisé, la somme de 776 545,91 €. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, ce sera la décision modificative numéro 1, présentée également par monsieur Pascal Monnier. Donc avec la notification des recettes fiscales prévisionnelles et des dotations de l'État qui nous ont été donc notifiées en fin mars de cette année, il est possible d'ajuster les prévisions de recettes de la section de fonctionnement. Le produit attendu des taxes directes locales serait de 2 567 984 €, soit 25 984 € de plus que le montant inscrit au BP 2026 qui était de 2 542 000 €. Alors, je suis désolé, je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas forcément très clair. Hein. C'est bon, d'accord. Donc vous retrouvez les 25 984 €. Au chapitre 74, dotation, il est possible d'inscrire 11 923 € supplémentaires, et ceci étant le résultat de plusieurs dotations. La compensation sur l'exonération de la taxe foncière, plus 6 234 €. La dotation forfaitaire, c'est moins 1 466 €. Et la DSR, la dotation de solidarité rurale, plus 14 430 €. Tout en rappelant que la DSR est composée de 3 composantes, la DSR bourg, la DSR péréquation et la DSR cible. La DSR cible n'est plus une recette de la commune depuis 2025, donc on perd 70 000 et on en perdra 70 000 aussi cette année. Pour autant, la DSR bourg et la DSR péréquation sont en augmentation de 14 430 €. Et la dotation nationale de péréquation, c'est également une baisse de 7 275 €. Donc ce qui fait qu'au total, on peut inscrire 37 907 € de recettes supplémentaires au budget. Les sections devront être équilibrées. L'équilibre de la section de fonctionnement s'effectue tout d'abord par une augmentation du virement à la section d'investissement, le 023, pour 37 712 € et 295 000 € suite à une demande de régularisation demandée par la trésorerie pour les ICNE, les intérêts courus non échus. A noter que dans la section dépenses de fonctionnement, nous avons un mouvement entre deux chapitres, entre le chapitre charges générales et le chapitre autres gestion courante, d'un montant de 3 400 € qui se neutralise. En fait, il apparaît qu'il y a du petit matériel pour le bassin mobile qui doit être acheté par les services de la commune. Et ce montant avait été inclus, on va dire, dans le montant prévisionnel de la subvention à Nantes Natation. Et comme ce n'est pas le même chapitre, on prend 3 400 € de subvention, entre guillemets, pour les mettre dans charge générale, pour que ce soit la commune qui puisse acquérir le matériel. Et donc, en définitive, les recettes de la section d'investissement augmentent donc de 37 712 €. Oui, là on est passé sur la section d'investissement. 37 712 € de recettes supplémentaires. Voilà.
Aussi, avec la régularisation de 2292,92 € au 10,68, l'excédent de fonctionnement, il est possible de diminuer l'emprunt d'équilibre de 39 912,92 €. Là également, à noter qu'au sein de la section au sein de dépenses d'investissement, il y a un mouvement d'ordre de 105 000 € qui se neutralise en recettes et en dépenses, et qui est donc inscrit dans cette décision modificative. Et ça a été fait pour une demande de régularisation d'opérations patrimoniales demandée par le trésorier. Donc il s'agit d'écritures d'ordre. En fait, il s'agit d'intégrer à l'inventaire comptable des valeurs vénales de biens qui ont été acquis par la commune à l'euro symbolique. Voilà. Pour autant, même si c'est inscrit, même si c'est acheté à l'euro symbolique, ça a une valeur vénale et il faut le tracer dans la comptabilité patrimoniale de la collectivité, d'où le fait que ce soit des écritures d'ordre. Je peux vous préciser, voilà, donc il y a diverses parcelles sur les routes d'Emas qui ont été achetées. Il y a le bien 100 mètres rue de la Jaunet également. Il y a des chemins ruraux dans le cadre d'aménagement foncier agricole et forestier et des espaces verts rue Frédéric Chopin. Voilà la présentation de cette décision modificative du budget 2026. Merci, Monsieur Monnier. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative? Des points non pas assez clairs? Non? C'est bon? Bien, qu'on va pouvoir passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la décision modificative numéro 1, d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Bien, le côté financier est donc terminé, ou quasi terminé. Nous allons passer à la subvention de projet ALPE Fête des écoles. Madame Virginie Merlet. Bonsoir à tous. Alors, comme tous les ans, on a eu une demande de subvention avec l'association l'ALPE Fête des écoles, pour la Fête des écoles. Il nous a été demandé 1 000 € et après attribution de tous les critères pour la subvention, il a été alloué une somme de 250 €. 350, pardon. Il faut que je mette mes lunettes. Est-ce qu'il y a donc des questions? Oui, monsieur Vincent. Juste une remarque, faisant partie de cette structure, je ne voterai pas. Est-ce qu'il y a d'autres observations, remarques, questions? Non. Donc le conseil municipal, sauf monsieur Vincent, est invité à approuver l'attribution de la subvention de projet d'un montant de 350 €, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la petite enfance, l'enfance et la jeunesse à signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Subvention de projet Lumière d'Afrique, Festival de la Boîte Noire. Monsieur Yann Lenoé. Bonsoir à tous. L'association Lumière d'Afrique a déposé un dossier de demande de subvention de projet car elle souhaite organiser la 2e édition du festival La Boîte Noire. En 2025, cette association n'avait pas fait de demande de subvention. Cet événement a lieu le 9 mai 2026. L'association Lumière d'Afrique organise un événement dédié aux musiques du monde et aux cultures internationales. La journée s'articulera entre un vide-grenier, des ateliers de musique et de danse et un concert en fin de journée. À noter que les ateliers de musique et de danse ainsi que le concert sont totalement gratuits. Le budget prévisionnel de cet événement a été estimé à 10 993 €. L'association souhaite l'octroi d'une subvention d'un montant de 5 000 €. Après avoir rencontré le président de l'association et après étude de son compte d'exploitation, le montant de la subvention de projet proposée pour cette association est de 1 875 €.
Merci, monsieur Le Noé. Je précise aussi, je crois, que la municipalité met à disposition de l'eau, l'électricité, la salle aussi, gracieusement. C'est pris en compte aussi dans l'attribution de la subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Duvaux. Et du coup, on est bien d'accord, c'est 1875 euros. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Donc nous allons passer donc au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la convention, approuver l'attribution de la subvention de projet d'un montant de 1875 euros et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la culture à signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Subvention suivante, également présentée par M. Yann Noé. Elle concerne le Serious Road Trip, le festival des pèlerinés. The Serious Road Trip a déposé un dossier de demande de subvention de projet pour l'organisation du festival de cirque Les Pèlerinés. Cette 16e édition du festival se déroulera sur la commune du 5 au 7 juin. 3 jours d'accueil de spectacles, de cirque et d'arc de la rue. Cet événement se veut exigeant en programmant des spectacles de qualité et en proposant de nouvelles créations. Le festival fait la part belle aux pratiques amateurs et propose également des ateliers de découverte autour des pratiques circassiennes. Le budget prévisionnel de cet événement a été estimé à plus de 25 000 euros, 25 750 euros par le Serious Road Trip. L'association souhaite l'octroi d'une subvention d'un montant de 6 000 euros. L'année précédente, la subvention qui avait été versée a été de 5 000 euros. The Serious Road Trip avait déposé une autre demande de subvention pour un spectacle des chasses au moment du festival Le Pèlerinet. Cette demande de subvention, en appliquant les critères de mise en place pour les subventions depuis plusieurs années, aurait été accordée pour un montant de 275 euros. La tenue de ce spectacle étant fortement compromise, parce que les échassiers prévus ne sont pas disponibles, il est proposé d'ajouter cette somme de 275 euros au montant de la subvention initialement prévue pour le Festival des Pèlerinés. Donc après étude du dossier et du regard du compte d'exploitation, le montant de la subvention de ce projet est la proposition est de 5 275 euros. Merci Monsieur Le Noé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention? Pas de questions, pas d'observations. Nous allons donc pouvoir passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la convention, approuver l'attribution de la subvention de projet d'un montant de 5 275 euros et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la culture à signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante. Il s'agit du changement permanent du lieu des conseils municipaux. Le conseil municipal se réunit depuis le Covid dans cet espace René Cassin, salle de la Martinière, à René Cassin, mais il peut se réunir et délibérer dans un autre endroit, dès lors que ce lieu ne contrevient pas à 3 critères, donc la neutralité, les bonnes conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires, l'assurance de la bonne publicité des séances. En fait, on s'est rendu compte que cette salle de la Martinière est très occupée par les associations et qu'à chaque fois, dès qu'on fait un événement, un conseil municipal, on est obligé de déplacer les associations tout le temps. De plus, et on va s'en rendre compte dans quelques mois surtout, il fait pas chaud l'hiver, ici, je le dis très clairement. Vous allez le voir, on met les doudounes, c'est pas facile. Et de deux, le son est quand même pas top. La salle est tellement grande, il y a un espace tellement haut que ça rend les débats toujours un peu plus compliqués. Et ça peut des fois, malgré les micros, engendrer soit de la mauvaise compréhension, soit un ton un peu plus élevé que ce qu'il est nécessaire. Aussi, pour en avoir discuté ensemble il y a quelques jours, on vous propose de modifier cette salle de conseil municipal
et de nous transférer à la salle du Pet de Buzet, dans l'espace Adinrium, donc la salle au-dessus de la médiathèque. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce changement de lieu? Il fera plus chaud, il y aura un espace pour le public aussi. Gaëtan, Juste, c'est pas une question, mais c'est plutôt, voilà, on a échangé sur le sujet, ça nous convient aussi globalement. On a pu échanger sur le fait de s'assurer que c'était toujours retransmis aussi sur Internet, etc., pour que ce soit toujours à disposition facilement d'accès du plus grand nombre. Donc ça nous semble aussi être une décision intéressante. Très bien. Merci, Monsieur Vincent. Effectivement, sur cette salle du Pet de Buzet, donc il y a un accès PMR, il y a un ascenseur, il y a des places de stationnement, et puis voilà, il y a un espace réservé évidemment pour le public, bien sûr, et nous continuons à diffuser le conseil municipal, bien sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou d'autres questions sur ce changement de salle qui aura lieu donc pour le prochain conseil, celle du 29 juin. Je le dis, même horaire, mais changement de salle. Pas d'autres questions? Donc le conseil municipal est invité à changer de manière permanente le lieu de tenue des séances du conseil municipal qui auront lieu désormais espace Adinrium, salle du Pet de Buzet, allée Georges Sand, Pèlerin. D'autoriser Monsieur le maire à convoquer le conseil dans ce lieu. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Sujet suivant, le droit à la formation des élus. Donc la formation des élus municipaux est organisée par le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. Dans les 3 mois du renouvellement de l'Assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. En fait, chaque élu peut avoir droit à de la formation à hauteur de temps. Il y a un budget qui est donc voté, et ce budget est voté en fonction des indemnités des élus. Donc, on peut aller entre 2% et 20% des indemnités. La commune fait le choix, et en fait, on reproduit ce qui a bien marché sur le mandat précédent, à savoir de reproduire 8% des indemnités, soit 10 000 € de formation, de droit à la formation, de paiement de formation. Donc forcément, il faut que la prise en charge de cette formation doit se faire selon des critères bien précis. C'est ce qui est indiqué dans la notice, dans la NES. Et puis voilà, donc, et par un organisme qui doit évidemment être agréé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Dailly. On a quelques petites questions de précision, d'éclaircissement. Là, vous avez mentionné que c'était déjà 10 000 € l'année précédente, Ouais. et peut-être les années Ouais. d'avant. Donc, est-ce que c'est un budget qui, a priori, est reconduit chaque année à peu près à cette hauteur-là? Ouais. Bon, on se demandait si c'est un budget qui est complètement utilisé à chaque fois, si c'est suffisant, s'il y a des restes. Alors, ce n'est pas un budget qui est utilisé complètement chaque année. Ok. C'est une enveloppe qui est ouverte pour que chaque élu puisse avoir accès à la formation, qu'elle soit minorité ou majorité, bien sûr. Je ne l'avais pas dit, mais c'est évident. Voilà, donc on reporte chaque année, on ouvre encore cette enveloppe tous les ans pour permettre à chaque élu de pouvoir se former s'il en ressent le besoin. Lui, ça peut être la prise de parole en public, ça peut être plein de choses. Ouais. Parce qu'on se demandait s'il y avait besoin d'une enveloppe plus importante en début de mandat plutôt que plus tard dans le mandat. Parce que j'imagine qu'on a plus besoin de formation au début Ouais, pour les nouveaux. Alors, l'expérience nous a montré qu'on ne s'en sert pas beaucoup, Ok. qu'on n'a pas trop de temps, donc on ne l'augmente pas, parce que déjà cette somme-là n'est pas réalisée, là encore. Mais par contre, on la reporte quand même chaque année pour pouvoir permettre à ces agents. Si vraiment il y avait un réel besoin, je pense qu'on pourrait reconsidérer ça l'année suivante, mais encore faudrait-il l'utiliser cette année-là, quoi. Ok. Et puis on se demandait aussi s'il y a des formations collectives qui sont prévues, et si oui, sur quel sujet, et si oui, est-ce que c'est aussi ouvert aux élus de la minorité? Alors, il n'y a pas de programmation dans l'immédiat de formation vraiment à nous prévue collective, mais on est ouvert à plein de choses. C'est des choses qui sont faites sur le mandat d'avant. Les questions sont ouvertes. Il y a Ok. pas de- Une dernière question. Est-ce qu'il y a des... si vous dites que c'est pas utilisé entièrement,
Mais on se demandait s'il y a des règles ou des critères, justement, pour, parce qu'en moyenne, si on a 10 000 €, on est 29, ça fait 400 et quelques, 345 par personne. Ouais, on considère 300, oui. Donc, est-ce qu'on a chacun à peu près ce budget-là? Enfin, comment ça se passe? Écoutez, on ne s'est pas retrouvé confronté à ça, mais je pense qu'on fait ce calcul, on l'a fait également aussi, comme vous, à peu près à la hauteur de 300 € de formation par élu. Donc on essaie de voir ce qu'on peut réaliser avec ça. Je vous dis, on est là pour 6 ans, donc on peut prendre acte de tout ça. Ouais. Voilà, on n'a pas d'autre choix que ça, mais je vous dis, pour le moment, on s'en est pas trop servi, mais c'est ouvert à toutes et à tous. Très bien, merci. Je vous en prie. Monsieur Meunier. Oui, je souhaitais faire une petite précision, c'est l'occasion, sur la notion de budget. La notion de budget, un budget, c'est un acte d'autorisation, c'est tout ce que c'est. Il n'y a pas d'argent en face. Donc en fait, on est obligé d'inscrire une somme pour qu'on puisse être autorisé à faire des dépenses de. Et vous m'entendrez souvent le dire, c'est pas parce que c'est budgété, il faut que ça soit consommé. Hein, donc, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, le budget, il est prévu. Donc les personnes qui veulent faire des formations peuvent s'inscrire dans la limite du montant inscrit. Si c'est pas exécuté, c'est pas exécuté, c'est pas grave. Mais si c'était pas inscrit au budget, vous ne pourriez pas vous inscrire à des formations. D'accord ? On est bien d'accord avec ça, mais enfin, pour nous, c'était important de savoir comment ça se passe, quelles sont les règles, et s'il n'y a pas vraiment de... Si la question ne s'est pas vraiment posée avant, bah, j'imagine qu'on verra au fur et à mesure des demandes. Je réappuie sur le fait que je pense que c'est important au début de mandat pour tous les nouveaux élus, quelle que soit le minorité ou majorité, et qu'en effet la possibilité de pouvoir réfléchir ensemble sur des formations communes pour réduire les coûts. Je fais le parallèle avec le budget, par exemple sur les finances ou autres, pour clarifier les choses pour tout le monde. Voilà, je pense que ça peut juste s'envisager et voir comment on peut faire des formations communes, pour être tous plus compétents sur ces domaines. Ok, donc quoi qu'il en soit, dès qu'on aura un livre de formation en ligne qui nous est proposé, on vous le fera circuler bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations sur ces droits à la formation pour les élus? S'il n'y en a pas, on va pouvoir passer au vote. Le conseil municipal est invité à adopter le principe d'allouer dans le cadre de la préparation budgétaire une enveloppe annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant correspondant à environ 8% des indemnités des élus, soit 10 000 €, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Ah, le sujet, c'est Madame Mériadec, la modification du tableau des effectifs. C'est pour vous. Donc c'est une délibération qui va revenir régulièrement au cours du mandat, donc c'est important, je pense, de bien comprendre de quoi on parle. Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs et pour assurer une bonne gestion administrative, il convient d'opérer des ajustements techniques sur des postes ouverts. Lors d'un recrutement, le poste est ouvert sur plusieurs grades, c'est-à-dire qu'un emploi correspond à plusieurs postes avec chaque poste un grade. Pour élargir les possibilités de recrutement, une fois le recrutement terminé et le grade du candidat retenu déterminé, les grades qui avaient été provisoirement ouverts sont supprimés du tableau des effectifs. On supprime les grades, on ne supprime pas des emplois. Voilà, c'est pour être tout à fait clair et que tout le monde comprenne bien. Il en est de même pour les grades antérieurs rendus redondants par la promotion interne ou un avancement de grade de nos agents. La nomination des agents dans leur nouveau grade implique la suppression des précédents. Pas de questions jusque-là, tout va bien? Alors, c'est un peu long, on a 8 points ce soir, uniquement des suppressions de grades, de postes. Ces suppressions sont purement administratives et n'entraînent aucune suppression d'emploi. 8 points à l'ordre du jour. Dans un premier temps, pour le recrutement du responsable des finances, le poste a été ouvert sur plusieurs grades. Le recrutement désormais achevé, un candidat a accepté le poste. Son grade est désormais connu. En conséquence, il est proposé de supprimer les 3 lignes suivantes du tableau des effectifs. Un poste de
rédacteur principal première classe, un poste de rédacteur principal seconde classe et un poste de rédacteur territorial. Tous étaient permanents et à temps plein. Deuxième point, pour donner suite à une réorganisation des services et à la suppression de l'emploi de responsables vie associative, culture et sport, il convient de supprimer le poste de rédacteur territorial, emploi permanent à temps plein. C'est une suppression de poste, mais ça a été remis sur un autre, à la médiathèque en l'occurrence, le poste a été décalé. Dans le cadre des avancements de grade et de promotion interne de 2025, les agents bénéficiaires ont été nommés dans leurs grades respectifs. Il convient donc de supprimer les postes d'adjoint administratif territorial, d'animateur principal de première classe et d'adjoint administratif principal première classe, tous également permanents et à temps plein. Quatrième point, pour donner suite au départ en retraite d'un agent, il convient de supprimer le poste d'adjoint technique principal de première classe, emploi permanent à temps plein. Pour donner suite à la disponibilité pour convenance personnelle d'un agent et à la modification du nombre d'heures de son poste, il convient de supprimer les postes d'adjoint technique principal de deuxième classe, d'adjoint technique territorial, tous permanents à temps non complet, 32,33, 35e. Enfin, la procédure de recrutement du coordonnateur des accueils de loisirs sans hébergement, la LSH, vous entendrez régulièrement ce terme, est terminée et un candidat a accepté le poste. Son grade est désormais connu. Il convient donc de supprimer les deux lignes suivantes du tableau des effectifs, un poste d'adjoint d'animation principale de deuxième classe et un poste d'adjoint d'animation principale première classe. Ce sont également des postes à temps complet et permanents. Les opérations de recensement. En 2026, la population a été recensée sur le pèlerin. Les opérations sont terminées, donc les 12 vacataires qui s'occupaient de ce recensement, on supprime les 12 postes non permanents à titre non complet. Et enfin, pour terminer cette longue liste, le service enfance-jeunesse a réévalué les besoins, particulièrement ceux liés à l'espace jeune, en augmentant les heures d'ouverture au public. La collectivité souhaite ouvrir un poste correspondant aux besoins de ce service en adaptant le taux d'emploi du poste existant. Il passera ainsi de 21 heures à 28 heures hebdomadaires. Je tiens à préciser que l'agent en question souhaite un temps partiel. Donc c'est sur sa demande qu'on ne va pas au-delà non plus des 28 heures. Ça anticipe des questions à venir. Il convient donc de créer un poste d'adjoint d'animation principale de deuxième classe, emploi permanent à temps non complet, donc 28-35e. Il est d'accord pour avoir cette augmentation, mais pas au-delà. Voilà. Cette mise à jour a été approuvée à l'unanimité par le comité social territorial qui s'est tenu le 22 avril 2026. Le comité social territorial est composé d'élus et de représentants du personnel à part équivalente. Enfin, à parité égale. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, oui, j'en avais une jusqu'à ce que vous précisiez que c'était une demande je suis du désolée. salarié. Mais c'était quand même une remarque qu'on voulait faire. On s'étonnait du fait qu'il y ait des temps partiels et au niveau de l'accompagnement de la jeunesse. Et c'était donc là, c'est clairement une demande, mais il n'y a pas une volonté d'aller recruter quelqu'un qui préférait un temps complet. On est satisfait de la personne qui est là actuellement, donc on la prolonge en augmentant son temps de travail. Okay. Et vous aurez souvent le cas sur les animateurs, par exemple, parce qu'on a tous besoin, on avait besoin de tous les animateurs en même temps. Donc, quand on peut, on fait des compléments avec du ménage, avec d'autres, mais quelquefois, c'est pas possible. Donc, c'est souvent des temps partiels, oui. Effectivement. Oui, madame. Moi, j'ai une demande sur ces sujets-là. Le CSE. Enfin, il n'y a pas de CSE. Des instances paritaires. Enfin... c'est le CST, c'est ce dont je vous ai parlé. Okay. Et ils ont donné un avis favorable. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le CST, c'est ce qui a remplacé le CHSCT qu'il y avait dans le temps. Voilà. Ça a été remis... C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions sur ce sujet de tableau des effectifs? Eh bien, s'il n'y en a pas, nous allons pouvoir procéder au vote. Le conseil municipal est invité à approuver
la création du poste susmentionné, d'approuver la suppression des postes susmentionnés, de modifier le tableau des effectifs, d'approuver le tableau des effectifs joints en annexe, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante sur la création d'un comité social territorial local et fixation du nombre de représentants du personnel au CST, maintien du paritarisme et décision du recueil de l'avis de la collectivité. Madame Mériadec. Merci. Donc, création, ce n'est pas exactement création, mais il y a des nouvelles élections parce qu'il est renouvelé en fin d'année. La création donc, du comité social territorial, CSCT, peut-être que vous entendrez plus facilement ce terme-là, au sein de notre collectivité, est une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la loi qui impose à toute collectivité employant au moins 50 salariés de mettre en place cette instance de dialogue social. Avec 57 agents recensés au 1er janvier 2026, notre commune remplit donc cette condition. Le CST a pour mission d'émettre des avis sur les sujets essentiels pour notre administration et nos agents. L'organisation et le fonctionnement de nos services, la qualité des services rendus à la population, les orientations en matière de ressources humaines comme les promotions ou l'égalité professionnelle, la santé, la sécurité, les conditions de travail, y compris les enjeux actuels comme le télétravail ou la déconnexion. Cette instance renforcera le dialogue social et contribuera à améliorer les conditions de travail de nos agents qui sont au service de la qualité du service public local. Nous vous proposons donc, en accord avec eux bien sûr, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3, avec une parité parfaite entre les deux collèges, celui de l'employeur et des agents. Le collège employeur conservera une voix délibérative, comme le prévoit la réglementation. Et bien que notre effectif soit inférieur à 200 agents, la loi permet la création d'une formation spécialisée en matière de santé et de sécurité si des risques particuliers le justifient. Cette question pourra être examinée ultérieurement si jamais nous en avons besoin. Le CST actuel réuni donc le 22 avril a donné un avis favorable à l'unanimité à ces différents points. Avez-vous des questions ? Oui, sur la date du 10 décembre 2026, elle est définie comment cette date? Ça me paraît loin, c'est pour ça, je sais. Alors là, Ok. C'est national par rapport Ah, ok, c'est à national. chaque élection municipale. Il y a un délai pour. C'est une histoire de 6 mois, enfin, mais c'est fixé, oui. merci Monsieur Monnier. Ah, on a toujours besoin de Monsieur Monnier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, Si. d'observations? Si. Qui est-ce Si, qui ah, si, siège vas-y. du côté des élus et je ne sais pas si vous pouvez le dire du côté des J'ai pas salariés. entendu. Qui est-ce qui siège? Ah, qui siège? Ah, qui siège au CSC? Oui. Donc des Actuellement. représentants syndicaux qui sont donc sur des agents. Et il y a moi, Moi, toi, Pascal, et puis Laurent. et Laurent Prino. pour l'instant, on est Donc c'est 4. 5. Actuellement, on est 5 normalement. Qui est la cinquième ? J'ai un trou. Ah, Martine Martine. était là. Mais en fait, il y avait 5 personnes et il faut 5 titulaires, 5 suppléants. Et pour les agents, c'est une demande de leur part de faire que 3, pour avoir 3 titulaires, 3 suppléants, parce que c'est compliqué de constituer des listes avec 10 personnes sur la liste. Donc à partir de décembre, il y aura 3 À partir de titulaires décembre, il chaque n'y aura côté. plus que 3 pour les 2 corps. Voilà. Et trois représentants du syndicat par liste, ça veut dire qu'ils ont aussi la possibilité de créer des listes supplémentaires aussi, d'élargir un peu le débat. Il n'y a pas qu'ils forcément vont qu'un seul faire. syndicat, c'est ce qu'ils vont faire a priori. Mm. Donc c'est à leur demande qu'on a acquiescé dans ce sens-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc le conseil municipal est invité à créer un comité social territorial local, à fixer le nombre de sièges titulaires du collège des représentants du personnel à 3, au regard de l'effectif recensé au 1er janvier 2026, à maintenir la parité entre les deux collèges, à maintenir la voix délibérative du collège employeur,
et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Sujet suivant, délibération suivante, la désignation des référents déontologues. Donc, considérant que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. Bon, en clair, je vais synthétiser un peu cette NES. Chaque élu municipal peut avoir accès à un déontologue. Il y a deux solutions. Il y en a un seul déontologue qui est proposé par la métropole et l'AMF 44, l'Association des maires de France du département, propose une liste. Dans cette liste de l'AMF 44, il y a, c'est ce qui est indiqué dans la NES, il y a différents profils d'anciens avocats, d'anciens notaires, d'anciens élus. Et on peut, la liste est beaucoup plus variée que celle proposée par la métropole. Donc c'est pas du tout quelque chose contre la métropole. C'est un procédé qu'on a mis en place également sur le mandat précédent. Alors pour être très transparent, on n'a jamais fait appel là non plus aux déontologues, mais on a pensé que la diversité des profils nous permettait peut-être de répondre davantage aux questions potentielles. Voilà. Tout cela a bien évidemment un coût. Quand vous saisissez un déontologue, c'est 80 € par dossier. Quand c'est une collégiale, à part plusieurs déontologues, c'est 300 € la journée et 200 la demi-journée. Voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière. Le rendu doit être tous les 3 mois, je crois, au bout de 3 mois maximum. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce déontologue? Oui, donc pour bien comprendre, du coup, quand on veut faire appel à ce déontologue, on peut choisir parmi toute la liste une personne qui... Absolument. Okay, absolument. C'est pour cela qu'on choisit ce concept-là, parce qu'il y a davantage de profils et des gens qui ont des connaissances que peut-être celui de la métropole, que l'on ne connaît pas, n'aura peut-être pas. Encore que il doit, je pense, avoir quelques critères quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le déontologue? S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer au vote. Voilà. Le conseil municipal est invité à désigner en qualité de référent déontologue les membres de la liste constituée par l'AMF 44. Décider que là où les personnes suspensionnées exerceront leurs fonctions pour la durée du mandat municipal. Fixer les modalités de saisine du ou des référents déontologues ou des membres du collège, ainsi que les conditions d'examen des demandes comme telles. La collectivité ou l'élu saisi par tout moyen l'AMF 44 qui se charge d'affecter un des membres de la liste à l'affaire à traiter. L'AMF 44 met en relation le référent désigné avec la collectivité ou l'élu responsable de la saisine. Si besoin, sur demande du référent désigné de la collectivité ou de l'élu responsable de la saisine, et en fonction de sa complexité, l'affaire pourra être traitée collégialement avec 2 à 4 autres membres de la liste. Le collège ainsi constitué décide en son sein de ses modalités de fonctionnement. La collectivité rémunère directement le référent ou le collège de référents et décide des moyens matériels mis à disposition. Décider que les avis du ou des référents déontologues ou des membres du collège seront rendus dans les conditions suivantes. Un avis écrit, daté et signé devra être rendu dans un délai maximum de 3 mois. Décider que les moyens matériels mis à disposition du ou des référents déontologues sont les suivants. Les moyens mis à disposition seront fonction de l'affaire à traiter. Fixer les modalités de rémunération du ou des dossiers des référents déontologues comme tels, 80 € par personne et par dossier, 300 € pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée, d'une journée, c'est une journée là, pas d'une demi-journée. Non, d'une demi-journée, pardon. Et 200 € pour la participation effective à une séance du collège d'une demi-journée. Voilà. Décider que le ou les référents déontologues ou les membres du collège bénéficient du remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables au personnel de la fonction publique territoriale. Décider que cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés. Autoriser Monsieur le maire à signer les conventions et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie, j'ai oublié l'abstention, pardon.
J'avais beaucoup à lire quand même. Bien, merci beaucoup. Allez, mise en place des commissions municipales. Donc vous avez sont affichés à l'écran, vous avez également à votre disposition sur les bureaux, sur les tables, le tableau des commissions municipales. Donc là, on est surtout pour voter pour le nombre de la création des 6 commissions. Donc les commissions sont ainsi comme suit: finances, administration générale et ressources humaines, cohésion sociale et solidarité, transition écologique et cadre de vie, petite enfance, enfance, jeunesse, culture, sport et vie associative, urbanisme et aménagement du territoire. Chacune des commissions constituées sera convoquée par le maire dans les 8 jours qui suivent leur nomination. Leur nomination, c'est à savoir si la délibération passe ce soir, on les soumettra à la préfecture. Quand elles seront exécutoires, le délai commencera à ce moment-là. Dans cette première réunion, les commissions désigneront un vice-président qui pourra les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Les différents groupes politiques ont été invités à proposer les noms de leurs représentants au plus tard le jour de la séance du conseil municipal. C'est donc le tableau qui est ainsi fait. Et chaque groupe disposera d'un nombre de conseillers par commission répartis comme suit. Donc là encore, pour les discussions que nous avons pu avoir ensemble, il a été statué, de permettre l'apport d'un suppléant. Donc un suppléant pour la liste interpelle, donc 2 plus un suppléant. Mais en ayant vérifié auprès de la préfecture la légalité de tout ça, ils ont dit ok, mais vous devez avoir également un suppléant de votre côté. Donc on a décidé de passer à 5 titulaires et un suppléant pour la liste Nous Pèlerinais et 2 titulaires et un suppléant pour la liste Interpelle. Je le rappelle, mais ça va sans dire, ça mieux en le disant, que le suppléant vient là pour remplacer un titulaire qui n'est pas présent, qu'il peut être présent et donc constituer la troisième personne, mais que si vous êtes 3, ou si nous on est 6, le suppléant ne vote pas. Il votera que s'il remplace le titulaire. Et il ne parle pas. C'est comme tout un chacun qui viendra si c'est une commission, comme spectateur. Est-ce que tout ça c'est clair pour tout le monde? C'est assez... Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Auquel cas, nous allons pouvoir passer au vote. Oui, monsieur Vincent, pardon. Avant de passer au vote, donc d'abord je tiens à remercier le temps d'échange qu'on a pu avoir avant et le fait de nous avoir permis, donc pour nous d'être un peu plus présents avec un suppléant supplémentaire dans ces commissions. Toutefois, je rajouterai quelques remarques. Nous regrettons le fait que 2 commissions ont été supprimées par rapport au précédent mandat, autour donc, du développement durable, climat, ainsi que vie économique et tourisme. On a entendu vos arguments en disant que c'était en partie des sujets traités par la métropole. Ça n'empêche que nous considérons que c'est des sujets importants et que la mairie, à son niveau, peut aussi traiter ces sujets-là. On peut prendre l'exemple des commerçants qui avaient fait cette demande de pouvoir avoir des interlocuteurs identifiés pour les aider sur la commune. Donc nous pensons que la commune doit s'emparer pleinement de ces sujets, ce qui vient à nous questionner sur la manière dont vont être traités en particulier ces 2 sujets-là dans le cadre du débat citoyen. Est-ce que, par exemple, vous imaginez mettre en place des groupes de travail spécifiques parce que c'était une thématique particulière viendrait se proposer? Alors, groupe de travail, je ne sais pas encore. Simplement, pour les acteurs économiques, nous avons donc nommé un conseiller délégué en charge de ça, d'acteurs économiques, en Christelle Boutin en tant que tel. Pour tout ce qui est groupe de travail, je pense que nous allons créer, mais ça, je ne veux pas anticiper ça. Il y aura dans la commission cadre de vie une partie qui sera dédiée aussi à la transition écologique. D'ailleurs, elle s'appelle transition écologique et cadre de vie. Donc voilà, donc je pense que ces sujets ne seront pas éludés. Mais ils ne sont pas, il n'y a pas de commission en tant que telle, oui, effectivement. Le débat sera limité par rapport, s'il n'y a pas de commission, et même s'il y a un élu délégué sur le sujet, ça limitera les débats entre nous. Voilà, c'était la remarque. Merci pour la réponse. Si, une précision supplémentaire, oui. Je m'excuse. Pardon, allez-y. À propos des suppléances,
Non, mais ce sera pour le sujet d'après. Merci, monsieur Vincent. Ouais. Monsieur Le Cam, je crois que vous aviez la parole. Si vous arrivez à allumer le micro. Il faudrait s'appuyer. Oui, je reviens sur ce point parce qu'en fait, par expérience, en fait, ces commissions, effectivement, ont traité des sujets sur le dernier mandat, mais pas forcément aussi souvent que d'autres commissions. Donc c'est pour ça que je pense que des projets, de la gestion de projets purement identifiés sur les sujets qu'on vient d'évoquer là, vont être intéressants et vont plutôt être traités à cœur plutôt que par des commissions. Et je pense que vous avez été conviés, alors je ne sais pas qui fera partie de la réunion le 11 mai justement, on a commencé à travailler avec les commerçants sur un sujet pour les mettre en valeur, et je pense que vous avez été conviés à cette réunion du 11 mai où ce sera directement en partie pris sur ce sujet qui est aussi important pour nous que pour vous. Merci, monsieur Le Cam. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations sur ces commissions? S'il n'y en a pas, je vais procéder au vote. Le conseil donc municipal est invité à créer 6 commissions municipales comme proposé par le maire, dont la liste figure dans la présentation. Fixer pour chaque groupe le nombre de conseillers attribués à chaque commission, conformément à la répartition indiquée dans la présentation. Procéder à la désignation des membres des commissions tels que figurant dans la présentation. Et autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Vincent, peut-être qu'il est... On va attaquer bientôt les désignations. Vous vouliez prendre la parole sur ce sujet, je crois. Oui, pour compléter plusieurs points donc, à propos des désignations donc, dans d'autres organismes extérieurs directement à la commune. L'idée, c'était de souligner plusieurs choses. Déjà, forcément, on va dire en tant que minorité, on aurait pu aimer avoir encore plus de postes titulaires. Dont acte, on prend ce qu'on nous donne. Concernant les postes qui sont en suppléance, le point important pour nous, c'est que ces suppléances soient effectives. C'est-à-dire que si des personnes ne peuvent pas assister au conseil d'administration, etc., où ils sont conviés, nous serions gré de nous prévenir et donc il y a un échange entre nous pour que nous puissions au moins remplir notre rôle de suppléant. De la même manière, si à l'occasion de remplacement de postes, etc., la logique voudrait que ce soit le suppléant qui prenne le poste de titulaire aussi. Et une question en comparaison avec la liste de 2020, des différentes désignations qui avaient eu lieu. Il y a un certain nombre d'organismes qui n'apparaissent plus. Aujourd'hui, je peux citer l'ADF par exemple, la désignation d'un délégué au conseil d'administration au service de soins infirmiers par exemple, la désignation d'un délégué au conseil d'administration de l'association d'insertion Réagir Ensemble, Trajet, qui est pas loin sur notre secteur aussi, la désignation d'un délégué au réseau français des villes éducatrices. Donc pourquoi est-ce que ces désignations ne sont plus présentes aujourd'hui? Oui, donc si vous voulez, je vais vous répondre. Ça a été vu avec le service concerné, Centre communal d'action sociale, qui a fait le point sur toutes les délégations. Et donc, le retour qu'on a eu, c'est qu'il n'y avait pas besoin de désigner des représentants pour la commune du Pèlerin. Et en fait, pour l'association Réagir, ça vous avez dit là, c'est ça, non? Oui, et Trajet. Ouais. Et le Trajet, en fait, ma collègue du CCS leur a fait la demande à plusieurs reprises, n'a jamais eu aucun retour en fait pour savoir si c'était nécessaire ou pas de désigner un représentant au niveau de la commune du Pèlerin. Alors après, j'ai envie de vous dire, s'ils reviennent vers nous ultérieurement, ce sera toujours possible de refaire une délibération pour ce sujet-là. Hein. Mais voilà, ça a été bien travaillé par le service. Ok, donc c'est une liste mise à jour. Oui, c'est ça. Ok, très bien, merci. Et une
une dernière remarque sur le sujet au niveau des écoles. On a vu qu'il y avait uniquement un titulaire, pas de suppléance, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, non. Parce que le suppléant, en fait, c'est le maire. Ok, d'accord. Excusez-moi. Je suis désolé. Donc c'est comme ça que... Voilà. Ok. Ok, merci Monsieur Vincent, si votre propos est terminé. Quoi qu'il en soit, je vous rejoins un petit peu aussi dans les réunions qu'on a pu avoir, les échanges qu'on a pu avoir il y a quelques semaines. C'était assez instructif et plutôt partagé sur différents abords. C'était plutôt intéressant. Mais voilà, il faut qu'on puisse avancer et puis et c'est vrai qu'il convient malgré tout de désigner des gens. Mais pour reprendre le rôle des suppléants, je crois que le rôle du suppléant, ça porte son nom. Hein, c'est évident aussi que le titulaire ne peut pas y aller, le suppléant devra le remplacer, quel que soit le bord. C'est pour ça qu'on a fait à chaque fois un titulaire, un suppléant, quel que soit son bord. Titulaire quand c'est pour nous, ou suppléant quand ce sera pour nous également, de la même façon. Donc il ne doit pas y avoir de souci à ce niveau-là. Donc nous allons pouvoir attaquer par les trois... Oui, Monsieur Duvaux. Une question, une petite curiosité. Je voulais savoir qu'est-ce qu'était le rôle de correspondant de défense qui a été mis en avant au dernier alors là, je vais magazine. je très curieux de savoir. Monsieur Delojardière va vous répondre. Alors, c'est de l'enrôlement. Hein. Alors, je me doutais de la question, donc j'ai préparé. Donc j'ai déjà été à une réunion des correspondants défense qui ont été élus. Donc, c'est divisé. Là, on va parler du département. Dans le département, il y a des sections, on va dire ça comme ça. Et donc, nous, on fait partie de toutes les communes qui sont sur la métropole nantaise. Donc, le rôle du correspondant défense, alors, c'est pas un sergent recruteur, que les choses soient claires. J'ai demandé à personne de porter les armes, que les choses soient claires aussi. Il y a les principaux rôles, c'est informer les habitants. Donc, il explique les enjeux de défense nationale, armée, sécurité, citoyenneté. Il sensibilise les jeunes au parcours citoyen. Alors, le parcours citoyen, c'est le recensement, la journée défense et de citoyenneté. Après, c'est être un point de contact local. Donc, il fait le lien entre la commune et les organismes comme le ministère des Armées. Il peut orienter les personnes intéressées vers les métiers de la défense ou les dispositifs existants. C'est-à-dire, en aucun cas, moi, je vais dire engage-toi dans l'armée. Non. Si quelqu'un a besoin d'informations, je le prends et je le dirige. Il y a tout ce qu'il faut sur Nantes et voilà, ça s'arrête. Mon rôle, ça s'arrête là. Après, à mon avis, c'est le plus important, c'est de promouvoir la mémoire et le devoir de mémoire. Donc, il participe à l'organisation des commémorations. Donc, les principales, c'est le 11 novembre et le 8 mai. Et il valorise l'histoire militaire, locale et nationale. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est de... Il y a un certain protocole, donc il y avait un peu de laisser-aller il y a quelques années. J'ai pu remarquer que le protocole qui est en vigueur depuis 2020 était pile poil dans l'axe. La seule chose qui nous manquait, et j'ai informé Monsieur le maire, c'est qu'à la fin de la cérémonie, donc le maire doit aller saluer les porte-drapeaux. Autrement, le reste, on a 20 sur 20, on a et tout. Après, encourager l'engagement citoyen. Donc, il informe sur les possibilités d'engagement. Donc, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la réserve militaire, sur le volontariat. Et en fait, il contribue à l'amélioration du lien armée-nation. Donc, en résumé, le correspondant défense joue un rôle pédagogique, informatif et de liaison pour rapprocher les citoyens des questions de défense et de citoyenneté. Ai-je été clair? Très clair. J'aurai encore 15 000 questions à vous poser là-dessus, mais ce sera pour un prochain moment. Formation, peut-être. On va reprendre donc le fil de nos commissions et on va parler de la constitution de la commission d'appel d'offres. Donc c'est une commission qui est donc obligatoire, qui est chargée dans le cadre des procédures de marché public formalisées d'examiner les candidatures et les offres et d'attribuer le marché. Considérant qu'il est obligatoire de constituer une commission d'appel d'offres pour les marchés publics soumis à procédure formalisée, sauf exception prévue par la réglementation, que la commission d'appel d'offres d'une commune de plus de 3 500 habitants doit comporter, en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, le maire, président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Donc nous devons donc procéder à l'élection, à la nomination, à la création de cette commission d'appel d'offres avec la constitution suivante, à savoir 5 membres titulaires, 5 membres suppléants. Et il a été décidé de mettre 3 titulaires de la majorité et 2 de la minorité, et identique pour les suppléants, 3 de la majorité et 2 de la minorité. Est-ce qu'il y a des questions? Je précise, un petit point de détail, donc j'ai le micro, que cette commission devrait être déclenchée pour le futur marché d'assurance d'ici la fin de l'année. Sinon, elle a été déclenchée 2 fois durant le mandat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Donc nous allons pouvoir mettre ça au vote. Il est proposé au conseil municipal de procéder à l'élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de la commission d'appel d'offres, de proclamer élus les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants de la commission d'appel d'offres, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc je rappelle les noms: Madame Poulain, Monsieur Joly, Monsieur Monnier, Monsieur Vincent, Madame Bonave pour les titulaires, Madame Mériadec, Madame Brizard, Monsieur Prino, Monsieur Duvaux et Madame Dailly pour les suppléants. Je vous remercie. Constitution, délibération suivante. Constitution de la commission communale d'accessibilité. C'est une commission qui est également obligatoire, qui est mise en place par le maire. La commission communale d'accessibilité a pour rôle de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 11-12-1 du Code des transports. Elle sera également impliquée dans l'élaboration de l'agenda d'accessibilité établi par les services de la commune. La commission communale d'accessibilité organise également un système de recensement de l'offre de logement accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Les membres de la commission doivent être constitués comme suit. Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. 3 représentants d'associations, 1 représentant d'associations de personnes âgées, 2 représentants d'associations de personnes en situation de handicap, 1 représentant des acteurs économiques, 2 membres du Conseil des sages, 3 pèlerinés en situation de handicap, le directeur des services techniques, 3 élus de la majorité, 2 conseillers municipaux de la minorité, 2 élus de la minorité. Il y a au moins une réunion plénière 1 fois par an, et des groupes de travail sur des réunions thématiques avec la possibilité d'inviter des acteurs extérieurs concernés par le sujet traité. C'est une commission qui a été grandement animée sur le mandat précédent. M. Dréan pourrait l'attester. C'est quelque chose, c'est une commission qui vit beaucoup. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'observation. Nous allons pouvoir passer au vote. Le conseil municipal est invité à procéder au renouvellement de la commission communale pour l'accessibilité, d'approuver la composition de la commission communale pour l'accessibilité, à savoir le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres, 3 représentants d'associations, 1 représentant d'associations de personnes âgées, 2 représentants d'associations de personnes en situation de handicap, 1 représentant des acteurs économiques, 2 membres du Conseil des sages, 3 pèlerinés en situation de handicap, le directeur des services techniques, 5 élus. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante avec la constitution de la commission communale des impôts directs, plus communément appelée la CCID. Elle se réunit, c'est une commission obligatoire, qui se réunit 1 fois par an. C'était en mars dernier qu'elle s'est réunie. Voilà, donc elle est créée pour mettre à jour les bases d'imposition de taxes locales. Voilà, c'est vraiment en relation avec la DGFiP. L'administration fiscale peut participer à la réunion de la CCID, mais ce n'est ni obligatoire ni systématique. En fait, on ne les voit jamais.
Et dans les communes de plus de 2000 habitants, la CCID est composée de 17 membres, le maire président, 8 membres désignés comme titulaires et 8 membres désignés comme suppléants. Les commissaires, il y a des critères. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Voilà. Donc, on vous a sollicité les uns les autres pour faire partie de cette commission. Je ne vais pas redonner tous les noms. Allez, si je les donne, allez. Titulaire, Daniel Amino, Patrick Barthaud, Jean-Luc Lécuyer, Jérôme Adinarayana, Jean-Luc Micheneau, Monique Serrault, Jackie Plénaud, Pascal Monnier, Christian Dréan, Laurent Prinaud, Nathalie Gasnier, Gaëtan Vincent, Florent Duvaux, Caroline Deilly. Suppléants, Virginie Merlet, Cécile Mériadec, Franck Vaillant, Yannick Sorin, Yann Noé, Martine Poulain, François Briot de Laujardière, Betty L'équipe, Jean-Marc Pascual et Muriel Bonave. Voilà la liste. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc, le conseil municipal est invité à soumettre au directeur des services fiscaux la liste de contribuables ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Bien. À partir de maintenant, on va arriver sur le vote groupé. Donc, comme c'était convenu, donc vous avez également, donc, le tableau va s'afficher, vous l'avez également sous les yeux. Vous avez, je vais reprendre chaque ligne, je ne vais pas citer les noms, hein, on est tous d'accord avec ça, c'est des propositions que l'on a faites conjointement. Vous avez le nombre d'élus de proposés, donc, je vais juste rappeler les noms des services et des délégations. Pour la première, proposition de 2 commissaires pour intégrer la commission intercommunale des impôts directs de Nantes Métropole. Donc 2 propositions, donc à chaque fois un de la majorité, un de la minorité. Désignation d'un délégué au CNAS, au Comité national d'action sociale, qui est donc l'œuvre sociale de la commune, le CE. Un titulaire. Désignation d'un délégué représentant la commune au sein de l'association Anadom, accompagnement et services d'aide à domicile. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué auprès de l'association Sésamotisme 44. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué auprès de l'association Notre-Dame de Terre-Neuve pour les personnes malvoyantes et le foyer du Chêne Vert. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué au conseil d'administration de l'association hospitalière du Pèlerin, la résidence Simon Ringard. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué auprès du Centre local d'information et de coordination gérontologique, la CLIC, intercommunale Loire-Acheneau. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué auprès de la commission d'attribution du fonds d'aide aux jeunes de l'agglomération nantaise, la FAGE. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué au conseil d'administration de l'agence départementale d'information sur le logement, la DIL. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué au conseil d'administration au collège Pierre et Marie Curie. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué au conseil d'administration de l'association Le Bac à Sable. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué au conseil d'école de l'école primaire de l'Ermitage. Un titulaire. De l'école primaire Aimé Césaire. Un titulaire. Et de l'école maternelle des Asphodèles, un titulaire. Désignation d'un délégué au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'agence d'études urbaines de l'agglomération nantaise, Laurent. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué à la commission d'appel d'offres de la Société d'équipement de la Loire-Atlantique, la CELA. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué auprès de la Société publique locale Nantes Métropole Aménagement, un titulaire. Désignation d'un délégué au conseil d'administration de la Sémitane, un titulaire.
Désignation d'un délégué au conseil d'administration de l'association culturelle du canal maritime de Basse-Loire, la CAM. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un délégué auprès de l'association Estuarium pour participer au groupe de réflexion sur le projet de parc naturel régional. Un titulaire, un suppléant. Désignation d'un correspondant défense, un titulaire. Désignation d'un correspondant sécurité routière, un titulaire. Élection d'un représentant au syndicat mixte e-collectivité au sein du Collège des communes, un titulaire, un suppléant. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions à apporter, ou tout est clair pour tout le monde? Si tel est le cas, conformément à ce que l'on s'est dit en début de conseil municipal, je vous invite tous, toutes et tous, à voter pour l'ensemble de ces désignations, puisque les noms ont été cités, qu'on a pu échanger là-dessus. Donc, pour l'ensemble de ces désignations, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Ce conseil se termine, mais vous n'aviez pas formulé de questions, puisque nous n'avons pas reçu. Non, pas de questions supplémentaires. Merci, monsieur Vincent. Pour cette fois-ci. Il y en aura la prochaine fois. Très bien. Très bien. Donc, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ce conseil est donc terminé. Merci beaucoup.